Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, la France Insoumise vous propose une émission inédite consacrée aux violences faites aux femmes. Il y a tout juste un an, le collectif Nous Toutes a organisé sa première grande marche contre les violences sexistes et sexuelles. Aujourd'hui, nous sommes au 133e féminicide depuis le début de l'année, un record comparé aux chiffres de l'année dernière à la même période. Depuis, les collectifs, les associations, nos députés interpellent inlassablement notre gouvernement pour qu'il puisse mettre sur la table plus d'1 milliard d'euros afin de réduire de façon conséquente le nombre de ces féminicides. Alors ce soir, nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de comprendre quels sont les besoins en matière d'accompagnement social. Nous allons essayer de comprendre à travers des statistiques, car on le sait, les chiffres que l'on a ne reflètent pas du tout la réalité. On va essayer de comprendre comment peut-on protéger les enfants qui sont, je le rappelle, eux aussi les premières victimes de ces féminicides, de ces violences. Comment nos parlementaires travaillent, quels amendements ont-ils fait, quelles propositions de loi peuvent-ils créer afin de toujours aider toutes ces femmes victimes de violences. Alors pour répondre à tous ces sujets et à toutes ces questions, accueillons tout de suite nos invités et je commence par Lisa. Bonsoir Lisa Laonnet. Donc, tu es avocate spécialisée en matière de protection de l'enfance et droits des femmes. Oui. Donc tu vas bien nous expliquer un petit peu le fonctionnement, tout ce que tu connais sur la police, le dysfonctionnement de la justice. Donc ça sera vraiment très bien. Nous avons aussi Sophie Baudry. Bonsoir Sophie, merci d'être avec nous ce soir. Alors toi tu es psychologue et formatrice et tu co-animes le livret enfance de la France, l'équipe thématique enfance de la France Insoumise. Oui. Merci d'être avec nous ce soir. Nous avons aussi donc Karima Gama, donc tu nous viens de Nevers et tu es donc dans une association, l'association qui s'appelle La FED. Donc la FED, pour que tout le monde comprenne, c'est l'association des femmes en difficulté. L'association des femmes en difficulté. Très bien. Écoute, merci d'être avec nous ce soir. Tu vas nous livrer ton témoignage donc personnel. Donc je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation et d'être venue. Donc nous avons aussi Christelle Hamel. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc tu es chercheuse à l'Institut national d'études démographiques et tu es co-rapportrice du groupe thématique des groupes thématiques égalité femmes-hommes de la France Insoumise aussi. Donc on va rester avec toi parce que toi tu es une grande spécialiste des statistiques. Donc comme on a dit qu'on allait commencer un petit peu cette émission avec une mise au point sur les statistiques, car on le sait aujourd'hui que les chiffres qui nous sont donnés ne reflètent pas la réalité. Donc qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu sur les statistiques de toutes ces femmes qui sont en difficulté, qui subissent donc des violences toute l'année, quoi. Alors, on a un outil en France pour mesurer les violences qui sont subies par les femmes dans le cadre conjugal. C'est l'enquête cadre de vie et sécurité. C'est une enquête statistique qui est réalisée par l'INSEE et l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc, c'est une enquête qui est faite tous les ans, à peu près environ auprès de 20 000 personnes. Et ces personnes sont interrogées sur le fait d'avoir subi des violences au cours des 12 derniers mois. Et cette enquête identifie quel est l'auteur des violences. Donc c'est à partir de cette enquête qu'on peut estimer le nombre de victimes au cours d'une année. Et il ressort de cette étude que le nombre de victimes de violences dans le cadre conjugal est d'environ 220 000 femmes tous les ans. Donc c'est un chiffre stable qu'on mesure maintenant depuis 2010 et ça veut dire que le nombre de victimes n'a ni diminué ni augmenté et que les politiques publiques qui sont mises en œuvre pour prévenir ces violences n'ont pas encore l'efficacité nécessaire pour faire diminuer ces violences. On sait, alors les violences qui sont mesurées, ce sont des violences physiques ou des violences sexuelles. On sait d'autres choses sur les victimes de violences. C'est
notamment que ces chiffres sont sous-estimés. C'est sous-estimé parce que l'enquête elle est réalisée auprès des personnes qui vivent dans ce qu'on appelle un ménage ordinaire, c'est-à-dire une maison ou un appartement. Et toutes les personnes qui habitent dans des structures collectives, comme justement les foyers d'hébergement d'urgence, les hôtels sociaux, les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, où se concentrent des personnes en difficulté, et notamment en difficulté familiale, eh bien, ces personnes-là ne sont pas enquêtées. Donc, elles ne sont pas comptabilisées dans cette étude. Non enquêtées, donc non comptabilisées. Ça veut dire les places en hébergement, que ce soit de longue durée ou hébergement d'urgence, on estime qu'il y en a à peu près 80 000 sur l'ensemble du territoire français. Et il est probable qu'une partie très importante des femmes qui y résident ait subi des violences, soit dans un cadre conjugal, soit un autre type de violence intrafamiliale. Mais on a une très grande probabilité que ces personnes soient victimes de ces violences et en plus soient dans les situations de plus grand danger que les femmes qu'on enquête et qui résident encore chez elles. Et est-ce qu'on a comptabilisé le nombre de places qu'il faudrait en supplément pour accueillir toutes ces femmes? Alors, à peu près ça dépend de... si on considère que toutes les victimes devraient avoir une place pour un hébergement d'urgence, il faudrait 200 000 places. Bah oui. Mais probablement que toutes les victimes n'ont pas besoin d'un hébergement alternatif au leur, parce qu'elles peuvent avoir aussi des ressources propres, comme de la famille pour se protéger. Mais ce qui est clair, c'est que le nombre de places aujourd'hui est très insuffisant. Et dans la sous-estimation, on sait aussi qu'il y a à peu près 140 000 personnes SDF en France. Et un quart de ces personnes SDF sont d'anciens enfants placés. Et les enfants placés, ce sont des autres victimes des violences conjugales et des violences intrafamiliales, parentales, d'une manière générale. Donc les liens sont très forts entre les situations de très grande précarité par rapport au logement et les situations de violence conjugale. Donc tout ça crée une sous-estimation de l'ensemble des statistiques et le besoin en hébergement, il est donc absolument crucial. J'aimerais ajouter d'autres éléments sur les violences conjugales, sur ce qu'on sait des victimes. Il y a une chose très importante qui va à l'encontre des croyances ou des imaginaires sociaux qui circulent sur les violences conjugales, c'est que le fait que ces violences touchent tous les milieux sociaux professionnels. En fait, quelle que soit la situation professionnelle de la victime ou de son conjoint violent, en fait, la proportion de femmes victimes est à peu près la même qu'on se situe dans un dans un couple où les personnes sont cadres, ouvriers, employés, professions intermédiaires. C'est pas le milieu socio-professionnel qui fait varier la proportion de personnes victimes conjugales. Donc ça, c'est un élément important. On sait aussi que l'alcool, qu'on imagine souvent très présent, c'est pas quelque chose de déterminant dans l'apparition des violences. C'est dans 20% des situations de violence conjugale qu'il y a une addiction à l'alcool et donc c'est pas la majorité des cas évidemment. Et je voulais dire quelque chose des meurtres dans le cadre conjugal. Donc on sait maintenant que cette année, on est déjà à 133 victimes de féminicide par le conjoint ou l'ex-conjoint. On va sans doute atteindre 140 victimes. Ces meurtres représentent un chiffre relativement stable d'année en année. Là aussi, on a un comptage qui date de 2007, donc c'est assez récent. Il faut savoir que
aux États-Unis, par exemple, on comptabilise ces meurtres depuis le début des années 70. Donc la France est plutôt en retard dans la mise en place de productions statistiques qui viennent des sources administratives ou d'enquêtes de recherche. On est loin d'être en avance. On a même du retard par rapport à d'autres pays comme l'Espagne. Et ces féminicides représentent 20% des meurtres qui sont commis en France. Et les meurtres d'enfants, eux, représentent 10% des meurtres. Donc si on associe ces deux statistiques, on est déjà sur les meurtres qui se produisent dans un cadre intrafamilial à 30% de l'ensemble des meurtres qui sont commis. Ce qui veut dire que la criminalité et quand même, on imagine, quand on pense à un meurtre, on est tellement habitué peut-être aux séries télévisées, aux polars, aux idées, à l'idée que ces meurtres seraient associés au grand banditisme, à la drogue, etc., qu'on n'imagine pas que le foyer, qui est censé être un espace de protection des personnes, puisse être un espace de très grand danger des personnes. Et donc, il en résulte une orientation des politiques publiques et de l'action de la police et de la justice qui est peut-être un peu déconnectée de cette réalité. Et donc, il faut penser que la violence intrafamiliale, c'est une grande partie de la criminalité. Merci Christelle pour toutes ces infos. Franchement, ça fait un peu froid dans le dos d'avoir ces statistiques posées là comme ça, parce qu'effectivement, on a vraiment le sentiment que les chiffres sont faussés. Et donc, quand on est face à cette réalité, on a le droit de se poser des questions. Et donc, voilà, c'est une réalité qui nous est exposée là. En tout cas, merci pour toutes ces recherches. Karima, est-ce que tu peux, en 2 mots, rebondir, réagir sur ces statistiques? Toi, tu as vécu oui, c'est ces, vrai ces ce violences. qu'elle a dit, parce que quand vous avez parlé... parce que moi, je suis une enfant de la DAS aussi, donc voilà. Et à mes 18 ans, les familles d'accueil, les foyers, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, mon ex-mari, je l'avais rencontré parce qu'il était au foyer aussi. Et c'est là où que tout a continué. Et puis, on s'est installé. Je croyais que c'était de l'amour, mais c'était pas de l'amour. Et je suis restée 23 ans. Ça a été dur parce que comme ils savaient que j'avais pas de famille, après le premier coup, ils ont été de plus en plus violents. Et puis si je l'ouvrais, qui va me croire? Qui va me croire? Parce que de toute façon, tu vas aller où? Pauvre conne, enfin c'est ces mots, pauvre conne, tu vas aller où? Il n'y a personne qui veut de toi, la preuve, tes parents n'ont pas voulu de toi. En fait, au bout d'un moment, on finit par y croire. Il m'a retiré toute vie sociale, c'est vrai, je travaillais parce que je suis agent d'entretien, mais c'est un travail précaire, de bonne heure le matin, tard le soir. Puis, je suis allée 3 fois dans les foyers comme vous avez dit, Croix-Rouge, les centres d'hébergement d'urgence, avec des certificats médicaux, mais il est malin. T'inquiète, reviens, jamais je te frapperai, jamais. C'est vrai, ça se calmait pendant 15 jours, 3 semaines. Mais ça, les coups, ils revenaient. Et de plus en plus violents et plus fréquemment. Jusqu'au jour où je savais, parce que les gens, normalement, quand ils rentrent chez eux, c'est la maison, c'est le lieu où on est en sécurité, mais pas pour moi. Ça n'a jamais été en sécurité. À un point que, même pour dormir, le truc idiot, dormir, je ne dormais pas sur, comme on dit, les 2 oreilles. Je suis partie parce qu'il avait sorti un couteau et je vous jure que ce matin-là, il était prêt à passer à l'acte. Et il était prêt. Et c'était soit je partais habillée comme j'étais, soit j'étais morte. Même mes enfants, aujourd'hui, ils le disent, oui, je ne serais pas partie, je serais morte. Je serais morte. Puis les gendarmes, quand ils font, on est bien propre sur soi et tout, qu'on a un travail qu'à l'extérieur, c'est le gentil mari qui travaille. Mais qu'est-ce que tu veux, Karima, il est gentil, t'as tout ce que tu veux. C'est vrai que là-dessus, j'avais tout ce que je voulais. Mais je l'ai payé cher, je le payais cher. Tu avais le sentiment que... Personne ne me croyait. Personne ne me croyait. Pourtant, tu as été plusieurs fois... Oui, mais elle est tombée. Puis j'ai jamais osé... Les médecins, ne serait-ce qu'aux urgences, ils sont... Des fois, on voit dans leur regard qu'ils ne croyaient pas à l'excuse, je suis tombée dans l'escalier ou que je me suis cognée. On le voit. Mais ils s'arrangeaient toujours à m'accompagner. Mais je ne pouvais pas parler.
C'est vrai, je ne pouvais pas parler, mais on sent dans le regard du médecin ou de l'infirmière qu'elle n'y croit pas à mon excuse. Elle me dit. Et puis un jour, je me souviens, on m'a dit, il doit être droitier, votre mari. Je dis, vous le savez comment? Et ils savent par rapport, le cou, les bleus et tout, ils savent de quel côté a été porté. Donc toi, tu avais vraiment le sentiment que quand tu sors du foyer en fait familial, de chez toi en fait, quand tu allais voir la police, quand tu allais voir les médecins, quand tu allais, personne personne ne croyait, personne. Et puis pour eux, c'est inimaginable, quelque chose comme ça. Et donc par rapport à ça, donc toi, tu n'osais pas aller jusqu'au bout. Oui, donc je reculais à chaque fois. Et là, si j'avais pas reculé, c'est que je savais que j'allais mourir. Je le savais. Tout le monde, maintenant, les langues se délient. Des années après, tout le monde commence à dire « Ah, mais c'est trop tard, j'ai eu besoin de vous. » Mais personne n'était là. Personne. Même les gendarmes, comment vous... Ils ne me croyaient pas pour eux, ça. Et puis, c'est vrai que les centres d'hébergement, ils sont là. Le 115, ils sont là. Tout ça, ils sont là. Mais d'avoir un appui derrière qu'on n'a pas, ça ne sert à rien. Parce que vous pouvez créer toutes les structures que vous voulez. Oui. Mais s'il n'y a pas la justice derrière, ça mènera à rien. C'est-à-dire que la finalité, au bout du bout de la justice, tu n'avais pas le sentiment que tu aurais eu gain de cause, en fait, et que tu... Non, et puis avoir un gendarme, par exemple, un dimanche ou un jour férié, ou à une heure que j'étais prête et qu'il n'y a personne... Ça fait reculer parce que à chaud comme ça je dis oui on va le faire, mais si personne m'écoute, en fait je recule et je laisse tomber. Est-ce que Lisa, est-ce que tu reconnais un peu son témoignage? Toi tu dois le vivre avec des personnes tous les jours et ça te... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans votre témoignage. Peut-être une question. C'était il y a combien de temps? Ça s'est arrêté il y a 5 ans. Voilà, donc c'est très récent. C'est intéressant parce que il y a des évolutions, il y a des progrès, ça c'est manifeste, mais à entendre ce type de témoignage, on pourrait se dire c'était il y a 15 ans. C'était pas il y a 15 ans. Voilà, c'était pas il y a 15 ans. Plusieurs choses. D'abord, il faut comprendre que la question des violences, les violences sont multidimensionnelles. Ça, c'est la première chose vraiment fondamentale. Violence multidimensionnelle, ça veut dire qu'elle se déploie sur le versant physique éventuellement, sexuel aussi, souvent, émotionnel, psychologique, financier. Et on a toute une déclinaison de ces violences qui visent vraiment à anéantir l'autre. C'est vraiment le but. L'assujettir et l'anéantir. Plusieurs stratégies sont mises en place systématiquement. Vous parliez de l'isolement, c'est très important. L'isolement permet de garantir une impunité, d'asseoir une emprise qui peut aller grandissante. Et les violences psychologiques dont on n'a pas parlé pour l'instant me semblent un élément extrêmement important. Et du point de vue des statistiques, c'est très difficile de mesurer ça parce qu'il faut aussi prendre conscience que ce ne sont pas juste des disputes, ça n'est pas une question de conflit, ce sont des violences psychologiques. Il y a quelque chose de très spécifique à cela. Ces violences psychologiques visent à ruiner chez la victime l'estime qu'elle a d'elle-même. À partir du moment où on a une image si dégradée de soi-même, qu'on a le sentiment qu'on ne vaut rien, comment réussir à aller vers d'autres pour demander de l'aide alors qu'on a finalement ce qu'on mérite? Donc la manipulation mentale, elle est majeure. Et il n'y a jamais de violence physique sans violence psychologique. Jamais, ça n'existe pas, ça ne peut pas exister. Par ailleurs, les violences psychologiques sans violence physique sont aussi très nombreuses et ce sont des questions, des situations très importantes et sur lesquelles on a beaucoup de mal à avancer. Il faut
vraiment comprendre que des violences psychologiques peuvent être d'abord peuvent conduire au suicide. Hein. Donc ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas mesuré, qui ne peut pour l'instant en tout cas pas être mesuré, mais c'est une véritable, c'est une réalité. Et quoi qu'il en soit, les violences psychologiques sans coût peuvent produire des effets qui sont similaires aux violences physiques. Après, l'autre aspect que je voudrais relever dans votre témoignage, qui est très précieux, c'est la question des cycles de violence. Les victimes de violences conjugales ne sont pas masochistes. Hein. Personne ne reste parce que finalement on aime ça. Hein. C'est pas ça. Il y a vraiment une construction au fur et à mesure, à la fois sur un certain plan, l'estime de soi est minée, détruite au fur et à mesure, mais en même temps, après des violences qui peuvent être extrêmes, il y a une phase de lune de miel. Et on se dit, c'était une phase, ça a été... Voilà, c'est pour ça que les femmes restent, bien sûr. En particulier, il y a d'autres raisons, mais c'est comme ça qu'on attache une proie, c'est comme ça qu'on arrive à la ferrer, bien sûr, déjà à la ferrer. En général, effectivement, socialement, la vitrine est parfaite. Enfin, je dirais, si ça n'était pas le cas, ils ont raté leur vocation. Les bons, ils sont très séduisants, manient parfaitement bien la parole. Et ils ont un travail, etc. Ça se passe bien. Comment tu expliques aussi que, avec tous les témoignages que l'on a de toutes ces femmes, comment on explique en fait que quand on va à la police, quand on est confronté donc au magistrat, quand on est confronté au corps médical, comment on arrive à avoir des témoignages qui nous disent « ils m'ont pas cru, ils ne m'ont pas cru ». Comment c'est possible? Comment on en arrive là? Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, il faut avoir un peu de recul historique. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, il y avait le droit. Quand même. C'est vrai. Mais oui, on sort de là. Enfin, je veux dire, nos racines, c'est tout proche. Toutes nos aïeules, autant qu'on est là, ont été des femmes, alors, soit victimes de violences conjugales, soit, en tout cas, copines avec des femmes victimes de violences conjugales. Le phénomène est massif et c'était toléré. Alors, on dira les textes permettaient pas. Peut-être, mais la tolérance coutumière, elle était là. Il y avait de fait un droit de correction sur les femmes et les enfants. Voilà. Donc ça, c'est quand même... Ça, il faut s'en souvenir. Voilà, c'est posé. Pour moi, on ne peut pas réfléchir si on oublie ça. Ouais. Partant de là, il y a quand même des résidus de ça. Ça fait écho encore. Il y a une tolérance. Valérie Ray-Robert, dans son livre remarquable sur la culture du viol, dit mais le viol, en fait, n'est pas vraiment interdit, il est régulé. Et je trouve que c'est une parole très forte au terme d'une démonstration magistrale. Le viol est régulé en France. Les violences intrafamiliales, elles sont régulées de la même manière. Les violences coutumières sur les enfants, alors c'est une question de seuil. Il y a droit, il n'y a pas droit, jusqu'où il y a droit. Alors, on va dire dans les textes, c'est interdit. Sauf que les magistrats appliquent autre chose. Et oui, c'est ça qu'on a du mal à comprendre, en fait. Parce que les textes sont là, oui, mais on a des résultats qui ne sont pas en adéquation, qui ne sont pas en adéquation avec la réalité. Et les victimes se sentent complètement lésées et complètement... et trahies, absolument. Et trahies par la des justice, promesses, bien sûr. Parce que pour elles, la finalité, le recours qu'elles ont par rapport à toutes ces violences qu'elles subissent tout au long de ces années, c'est la justice. Elles ont réussi à passer ce cap, les premiers caps de je m'en vais, de je vais aller prendre un avocat, je vais aller faire valoir mes droits, je vais... Et au final...
et au final, elle se heurte à une justice patriarcale. Eh ben voilà. Voilà. Donc, oui, bien sûr. Alors, il y a des avancées, hein, mais au moment... Oui. Alors, je te coupe la parole, mais est-ce que, sincèrement, réellement, il y a un manque vraiment de formation au niveau de ces magistrats? Est-ce que la police n'est pas aussi dans ce déni parce qu'ils ne Tout sont à pas fait. formés à ces violences Bien sûr. et donc, du coup, prennent des décisions et même sont confrontés à ces femmes et continuent le dépôt de plainte sans vraiment faire attention. Et donc, du coup, on a des féminicides. Et dans ces féminicides cette année, combien ont porté plainte? Combien ont alerté? Et c'est ça, en fait, on est un peu en colère aujourd'hui par rapport à ça. Et on est fatigué, on est en colère surtout. Donc, du coup, on aimerait bien comprendre quel est le cheminement. Oui, moi effectivement, j'allais le dire, le besoin de formation est massif, c'est sûr. Je persiste à penser, c'est comme ça que je continue à lutter tous les jours, parce que sinon je ne pourrais pas, mais je persiste à penser que la majorité des personnes sont de bonne volonté. Et par contre, il faut faire évoluer les mentalités absolument et vraiment développer les formations continues. Et pour moi, peut-être le point majeur des formations, c'est vraiment la déconstruction des stéréotypes. Il est évident que toutes ces procédures, qu'elles soient policières, judiciaires, sont traversées par des stéréotypes sexistes. Quand je pense qu'on le voit, quand moi je n'accompagne quasiment que des femmes, et je peux vous dire que les quelques fois où j'ai un dossier, c'est très rare, qui pour un client homme, alors du coup c'est en général pas du tout des violences conjugales, puis c'est tellement plus facile. C'est tellement plus facile. C'est vrai que quand vous vous présentez au commissariat, à la gendarmerie, il y a une espèce de suspicion latente. Et on a quand même quelque part dans un coin de la tête, et je le vois moi avec les magistrats, juges aux affaires familiales qui sont des bonnes personnes, mais il y a quelque part l'idée de la femme qui va manipuler pour obtenir quelque chose, qui va mentir, qui va instrumentaliser ses enfants pour... Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et puis on touche au père, on touche à l'homme, au mari, au père. On pourrait imaginer que c'est maintenant... C'est dépassé, ce combat. Je pense qu'il n'est pas du tout dépassé. Et je pense que la parole est suspecte. Effectivement, elle est suspecte partout. Et il y a aussi autre chose qui doit jouer, c'est que la confrontation aux violences, et aux violences intrafamiliales en particulier, c'est quelque chose de très violent, de potentiellement traumatique. Ça vient ébranler quelque chose au plus profond de l'intime. Et c'est plus facile de ne pas voir. Donc je pense que les deux s'articulent malheureusement, et le déni est catastrophique. La difficulté pour ces victimes, c'est que face à des violences qui sont multidimensionnelles, qui ont réussi à les isoler, beaucoup de ces femmes, peut-être la majorité, ont des enfants, donc c'est aussi très très complexe de sortir de ça. Donc il n'y a pas seulement la question de l'emprise, et il faudrait tout un maillage. Enfin, la question des places en foyer, pour moi, c'est quelque chose de totalement marginal. Je veux dire, déjà, la première chose qui coûte rien, ce serait d'adresser à tous les parquets de France une directive, enfin par voie circulaire, ça peut se faire très facilement, c'est tolérance zéro en matière de violence conjugale. Juste ça, tolérance zéro. Une gifle, une garde à vue. Pas la prison. On a après tout un panel de réponses pénales. Ça peut être un rappel à la loi, mais on ne laisse rien passer parce qu'on le sait, vous le disiez, hein, au fur et à mesure, ça va crescendo, parce que le sentiment d'impunité gonfle, bien sûr, se renforce au fur et à mesure qu'il voit qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, donc on peut continuer. Si je peux me permettre, il y a quelque chose de vraiment précieux, comme disait Lisa dans votre témoignage, c'est d'avoir d'un côté le fait que vous soyez allé aux urgences. Vous avez vu des médecins
qu'on devinait et qui n'ont pas trouvé les moyens dans l'exercice de leur métier, ni d'espace visiblement, pour être des personnes ressources pour vous, vous permettant d'être un lien aussi avec le commissariat, avec la police, parce que précisément votre conjoint était présent au moment où vous êtes allé aux urgences. Donc eux, ils ont vu, mais ils n'ont visiblement pas fait quoi que ce soit comme démarche de leur propre initiative vis-à-vis de la police. Et la police, de l'autre côté, ne vous croyait pas. Et là, on se dit, mais c'est ubuesque, parce qu'on a des services de l'État qui, comme tu le dis, ne travaillent pas en lien. Donc, il n'y a pas d'approche, il n'y a pas cette approche multidimensionnelle qui aurait dû fonctionner. Alors qu'il y avait les moyens, il y aurait pu y avoir les moyens d'apporter une vraie aide, une mise en protection. Il ne s'est rien passé jusqu'à ce que vous ayez peur de mourir, en fait. Et là, je pense qu'il y a une sous-estimation véritable de la part des policiers et des magistrats de la dangerosité, du degré de dangerosité des conjoints violents. Il y a vraiment une inconscience du fait qu'une gifle, ça va peut-être aller un jour beaucoup plus loin que le bleu que ça a occasionné. Et il y a aussi une méconnaissance de l'impact en termes de destruction de la personne, de la violence psychologique. C'est-à-dire que quand on vit dans la terreur de mourir au quotidien, alors peut-être pas au quotidien, parce qu'il y a effectivement ce cycle des violences. Il y a des moments ça s'arrange, on croit que ça va aller mieux et que ça va être terminé, que c'est une mauvaise passe qui est derrière soi. Puis en fait, ça revient. Le coup revient plus fort. Et ça revient plus fort. Et cette situation-là, c'est ce qu'on appelle justement le terrorisme conjugal. Et ce terrorisme conjugal, il est vraiment destructeur de la personne et finit à un moment par tétaniser, sidérer, rendre dans l'incapacité d'agir. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une aide extérieure. Si les policiers et les magistrats ne sont pas formés à identifier ça, et une des questions systématiques que devraient poser les policiers, c'est depuis quand ça dure ? Quand est-ce que ça a commencé ? Est-ce que vous avez peur pour votre vie ? Ça, c'est des questions qui devraient être posées systématiquement. Ils n'ont pas les codes pour détecter ce niveau de dangerosité. Et là, il faut systématiser les choses et effectivement être dans une politique de tolérance zéro. Très bien. Écoutez, déjà, je vous remercie. Et puis, on va tout de suite regarder un petit reportage. C'est notre député Hugo Bernalicis qui a été visiter un centre d'hébergement d'urgence. Donc, on visionne tout de suite ce petit reportage et puis on reviendra sur le plateau pour en discuter tous ensemble. À tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous parler de la visite que j'ai faite de l'association Solfa. Donc Solidarité Femmes Accueil. Je vous montre là le rapport d'activité 2018 et je vais en reparler après parce que c'est intéressant. Je suis allé les voir, donc ils ont plusieurs antennes, et moi je suis allé les voir à Oisem pour les connaisseurs de la géographie lilloise, où ils ont un accueil de jour. Et d'ailleurs quand vous êtes dans la rue, vous ne voyez rien parce qu'ils ont volontairement fait en sorte que ça n'est pas vraiment pignon sur rue au sens une vitrine, mais bien qu'il y ait une porte à pousser et que derrière les femmes qui sont accueillies là, donc femmes victimes de violences, puissent se sentir en sécurité, à l'aise, dans un univers un peu maîtrisé, on va dire ça comme ça. Donc la directrice du pôle violence faite aux femmes m'a accueilli, puisque cette association, en fait, elle date d'après-guerre. Elle a été créée par des femmes d'industriels du nord de la France, d'industriels textiles essentiellement, qui ont eu à cœur de prendre en charge les femmes qui revenaient du service de travail obligatoire ou les femmes qui avaient été du coup incarcérées parce que à la rue des suites de la guerre et qui étaient d'ailleurs, m'expliquer ça, qu'à l'époque il y avait certaines femmes qui étaient complètement rasées
du crâne et qui en plus avait le numéro de matricule tatoué dans le cou. Donc pour la réinsertion, on va dire que c'était pas terrible, hein, pour le dire de manière un peu directe et abrupte. Et donc elles ont monté cette association pour les prendre en charge. Alors aujourd'hui, l'association n'a plus de lien en fait avec les sorties de prison femmes, c'est ce qu'ils souhaitent d'ailleurs redévelopper, mais par contre ils s'occupent des violences faites aux femmes, mais pas seulement. Vous avez le pôle enfance-famille par exemple qui travaille sur la parentalité. Vous avez plusieurs pôles, un CHRS, donc l'hébergement, insertion, responsabilisation, et puis un pôle violence faites aux femmes. Bon, d'ailleurs je ne vais pas vous montrer d'images, ni d'entretien avec la directrice, ni d'images de femmes accueillies parce qu'on n'a pas souhaité, je n'ai pas souhaité qu'on le fasse de manière aussi abrupte dans un premier échange et qu'on avait justement besoin de se voir, de se rencontrer, de définir les choses avant de pouvoir se revoir plus tard, sans doute pour un format plus long que je diffuserai probablement sur ma chaîne YouTube où on interrogera à la fois la directrice mais aussi les personnels et si elle le souhaite, évidemment si elle le souhaite, des femmes accueillies dans l'accueil de jour. Parce que je pense qu'il est nécessaire sur ce genre de domaine d'avoir un minimum de confiance en la matière et de ne pas faire le politique qui débarque, qui a besoin de ses images, son son pour sa communication personnelle et politique. Et d'ailleurs, on a convenu qu'on ne se reverrait qu'après le Grenelle, puisque pour l'instant, ils sont très très souvent sollicités par des médias, mais aussi par des politiques, des déplacements ministériels, etc. Et la directrice me faisait part un peu de l'usure des personnels en la matière. Alors pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, moi je suis arrivé en disant, bon voilà, j'ai pris les données statistiques de 2018, pour voir un peu dans quel contexte on se plaçait, rappelant la loi sur les violences faites aux femmes, à la fois celle de Marlène Schiappa avec l'outrage sexiste, et puis celle de mon collègue Pradier avec l'ordonnance de protection en 6 jours, le bracelet, les dispositifs anti-rapprochement, et puis forcément le numéro de téléphone, le fameux 3919, donc le numéro vert pour les femmes qui sont victimes. Donc vous le retrouvez ici sur la plaquette, violences faites aux femmes, 3919, numéro d'appel national. Alors je dis depuis que le 3919 est en place, j'imagine que ça va un peu mieux pour vous. Bon alors déjà je me suis fait tirer les oreilles par la directrice en disant, monsieur le député quand même, ce n'est pas le gouvernement qui a mis en place le 3919. Et en fait moi-même j'étais trompé par la communication de Marlène Schiappa qui a fait croire, d'ailleurs elle a lancé ça le 3 septembre 2019, qui a fait croire qu'elle mettait en place ce numéro qui existe depuis 25 ans, me disait la directrice, et qui d'ailleurs est un numéro mutualisé entre différentes associations. Et donc le 3919 va répercuter les appels sur les structures locales pour prendre en charge, dont l'association Solfa. Et en fait, donc, il y a eu une augmentation drastique des appels au 3919 après la campagne de communication sur le sujet, puisque là, alors je voyais en fait, contexte du service, donc vous avez les statistiques, 3431 appels non traités, faute de moyens humains suffisants, sur 8032 appels reçus. Ça, c'était en 2018. Donc je dis, avec 3919, c'est bon, c'est réglé, vous avez un appel. Mais en fait, comme ça redéverse, il y a eu une augmentation des appels, et vous croyez que Solfa a des moyens supplémentaires de la part des pouvoirs publics pour gérer ces appels en question? Non. Et donc c'est une souffrance aussi pour les personnels qui travaillent là, puisqu'ils voient le téléphone clignoter, ils savent que derrière il y a une femme au bout du téléphone qui potentiellement a besoin d'aide et ils ne savent pas si elle rappellera la fois suivante ou si elle pourrait être prise en charge. Donc voilà comment a commencé un peu la discussion. Pas évident, sachant que sur tous les différents types de domaines, la prise en charge, l'accueil, c'est une centaine de places dont à l'association, et donc en réalité la directrice me disait on peut le voir aussi différemment, c'est 600 refus d'hébergement pour l'année en cours. Donc ce genre de structure, c'est extraordinaire que ça existe, heureusement, parce que c'est autant de femmes victimes de violences prises en charge. Mais derrière, on ne peut pas s'empêcher de pointer le manque de moyens cruel en la matière. D'ailleurs, ces 18 financeurs, vous les avez, tous les petits sigles, les financeurs, donc le département du Nord, la ville de Lille, la ville de Roubaix, la ville de Dunkerque, il paraît qu'à Dunkerque, ils sont très actifs sur le sujet, sur la prévention des violences faites aux femmes et puis sur l'accueil et la prise en charge. Mais on peut se demander pourquoi, par exemple, la métropole européenne de Lille ne met pas un copec. Alors la ville de Lille met des sous, mais pas la métropole européenne de Lille. Vous avez la DDCS qui met de l'argent au titre du CHRS, du centre d'hébergement et d'accueil. Mais l'ARS, par exemple, l'Agence régionale de santé, ne met pas un copec, comme si ce n'était pas un sujet de santé publique aussi. Donc il y a quand même
une problématique de financement qui est plus globale dans ce pays sur la question des violences faites aux femmes et de la prise en charge. Surtout que cette association fait un travail qui me semble, moi, exemplaire, extraordinaire. Il y a d'ailleurs même des modules pour les conjoints violents. Parce qu'on peut se dire qu'ils ont été violents, mais si on si on ne souhaite pas qu'ils récidivent, ce qu'on peut tous vouloir, eh ben, il faut qu'on prenne en charge le sujet. Il ne suffit pas de leur infliger une amende, une peine, une sanction, pour que mécaniquement, dans leur tête, ça y est, quoi, tout va mieux. Donc ils ont des modules qui s'adressent aux conjoints violents pour les faire sortir de ces dynamiques violentes. Enfin, bref, on s'y retrouvera une autre fois sur un format plus long, mais voilà comment je souhaitais un peu participer à cette émission consacrée aux femmes, aux violences faites aux femmes et aux politiques publiques mises en œuvre en la matière. À bientôt. Donc retour sur notre émission dédiée aux violences faites aux femmes. Alors on a des invités surprises, non. Donc nous avons notre député qu'on ne présente plus, député de la France Insoumise, Bénédicte Taurine, et tu fais partie, donc tu es membre de la délégation droits des femmes. C'est ça. Donc c'est très important pour nous d'avoir des députés qui font partie de cette délégation. Tu vas nous expliquer un petit peu tout à l'heure ton travail, tout le processus au sein de la délégation. Et puis nous avons Antoine Béchet. Donc merci pour ce petit reportage que tu as fait avec Hugo. Est-ce que tu peux nous en dire plus et puis déjà te présenter Alors du coup, moi je suis l'attaché parlementaire d'Hugo, je suis un ancien cadre du ministère de la Justice. Je travaille sur les questions pénitentiaires, donc ce qui nous a amené, nous, à aller voir un centre d'hébergement. C'était une demande de longue date. On avait déjà pas mal de contacts avec les associations locales qui travaillaient dans la circonscription. Et, alors la circonscription d'Hugo Bernalicis, c'est la deuxième circonscription du Nord, donc qui comprend le Zen, enfin du coup Lille et la périphérie. Donc nous, c'était intéressant. On a vu que c'était compliqué à monter aussi. De venir en tant que politique dans ce type de structure, c'est jamais évident. Surtout, voilà, c'était pas un plan de communication qu'on essayait de faire. Ils nous ont dit que c'était assez important aussi, parce qu'ils ont beaucoup de sollicitations du gouvernement qui viennent avec des gros armadas, sachant qu'on parle sur des thématiques qui sont relativement compliquées, avec des personnes victimes, il y a des familles qui sont autour, qui gravitent. Donc le lieu était intéressant, ce qu'a dit Hugo, un lieu qui est assez invisibilisé, justement, de ne pas montrer qu'il y a une stigmatisation de ce type d'association. Et donc du coup, on a abordé, nous, ce petit reportage, vraiment en se disant, on essaie de préserver votre dynamique pour voir comment on peut parler des difficultés des associations, mais aussi montrer le beau travail qui est fait derrière. Donc voilà, c'est un premier rendez-vous. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle était contente de notre démarche. Donc elle nous a invités à faire d'autres entretiens. Donc on fera ça tout au long, au moins sur la fin de mandat, on y reviendra. Ben c'est super parce que effectivement, c'est un travail de fourmi finalement, toutes ces associations, tous ces collectifs qui aident ces femmes et puis les enfants aussi, parce que dans ces centres d'hébergement d'urgence, bien évidemment, quand des femmes arrivent, des femmes qui viennent d'être violentées elles arrivent souvent avec leurs enfants. Donc c'est très important de montrer ce travail, de les soutenir. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce fameux milliard. C'est pas juste pour dire on a besoin d'un milliard, c'est vraiment parce que derrière, il y a tout un processus, toutes ces femmes et ces hommes qui travaillent et qui aident ces victimes. Vraiment, c'est un beau reportage. Donc merci. Puis donc tu nous feras la suite et tu nous donneras la suite avec peut-être une interview de la directrice de ce centre d'hébergement d'urgence. Alors du coup, votre travail aussi parlementaire, il n'est pas qu'à l'Assemblée nationale. Il n'est pas que sur les plateaux télé, il est aussi sur le terrain. Donc vous allez faire des visites comme ça d'associations, de collectifs. Et donc du coup, vous récupérez en fait toutes ces informations à travers vos interviews, à travers vos auditions. Et c'est là que découlent en fait vos amendements, vos propositions de loi. Comment ça se passe ? Comment vous gérez comment vous gérez ? Du coup, nous, oui, c'est essentiel d'aller sur le terrain. Typiquement, les différentes lois qu'on a vues aborder, que ce soit des propositions gouvernementales ou la PPL Pradier qui était la dernière en date, on n'a pas le temps de construire complètement une stratégie d'audition avec des visites de terrain. C'est pas tellement l'habitude de la maison.
la maison Assemblée nationale, c'est pas cette façon de faire. Par contre, nous, c'est toujours ce qui nous a préoccupés, c'est de faire rentrer vraiment la société civile au sein de l'Assemblée nationale, ou à l'inverse, que nous, on puisse y aller. Donc c'était un vrai enjeu, nous, d'aller voir le maximum d'associations. Après, c'était aussi le travail qui avait été fait par la campagne avec les livrets thématiques et les équipes avec qui on est toujours en lien. Et au contraire, plus que jamais, c'est notre premier relais justement pour savoir exactement comment ça fonctionne, quelles sont les revendications qui sont portées, soit par les associations, mais en vrai, beaucoup de nos militants sont eux-mêmes directement impliqués sur ces questions-là. Donc c'était important pour le faire. Et comme je le disais, en vrai, on n'a pas le temps de le faire. C'est-à-dire que oui, on l'anticipe, mais par exemple pour la PPL Pradier, on n'a pas eu le temps de le faire avant. On l'a fait qu'après. Donc nous, ça va nous permettre d'enrichir des propositions de loi qu'on va pouvoir porter dans le cadre de la niche parlementaire ou dans le cadre d'amendements si un autre texte arrive. Mais typiquement, si je reprends moi l'historique des différents textes qui ont été apportés, il y avait le projet de loi Schiappa, donc sur lequel c'était intéressant. On a fait aussi les auditions officielles, mais on a fait nos propres auditions en faisant intervenir un certain nombre de personnalités qui sont référentes sur ces questions-là. Et aussi de pouvoir participer aux auditions, les auditions officielles. Pouvoir confronter, dans le cadre de ces auditions, au moment où, par exemple, on avait des associations de victimes qui étaient auditionnées par M. Pradier, de pouvoir apporter une contradiction en interne pour dire « Attendez, vous l'avez entendu comme nous, ce qui a été dit par les victimes », pour pouvoir le ressortir soit dans le cadre d'un amendement, mais aussi dans l'hémicycle quand il y a une interpellation. Et c'est là que vous entrez en jeu, et notamment donc, en délégation des droits des femmes. Donc là, tu travailles plutôt sur des sujets précis. Oui, la délégation, en fait, on est un groupe de parlementaires plutôt spécialisés donc, sur la question uniquement des femmes. Et du coup, on va être saisi sur des propositions de loi, sur des projets de loi, mais on est aussi saisi par rapport à des rapports parlementaires. Donc, pour ma part, par exemple, j'ai travaillé sur femmes et armées, là sur la précarité par rapport aux menstruations. Enfin voilà, on est en train de faire différents rapports sur les retraites, par exemple. Enfin, voilà, toujours des questions qui sont en lien avec les femmes. Et c'est dans ce cadre-là aussi qu'on va faire des visites de terrain. Pour ma part, je suis allée aussi à Lille sur un accueil de jour, par exemple. Ou à Rennes pour visiter une prison. Enfin voilà. Donc dans ce cadre-là, effectivement, on va beaucoup sur le terrain, on faut aller remonter. Et du coup, ça nous permet aussi d'avoir du recul et de voir quels sont les amendements que l'on peut porter et porter la parole des gens. Et après, il y a tout un processus aussi qui est le suivi des lois. Donc là, il va falloir qu'on fasse le bilan sur la loi de Madame Schiappa. Donc on va être saisi sur cette question-là au sein de la délégation. Pour pouvoir peut-être la modifier, surtout la modifier, l'améliorer, on l'attend. Voilà, faire le bilan de ce que ça a apporté, si ça a apporté quelque chose, quels sont les points positifs, les points négatifs, ce qui est mis en place, ce qui ne l'est pas, faire le bilan. Et sur les rapports, c'est la même chose. En fait, la délégation a décidé de faire un bilan, parce que sinon on fait des rapports, mais il n'y a jamais de bilan. Donc voilà. Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, par rapport à la formation notamment, ce dont on se rend compte, et on a auditionné M. Castaner, on a auditionné Mme Belloubet. Formation, c'est plutôt positif, mais aussi il faut voir si les personnes sont en capacité de vouloir être formées. Parce qu'on a quand même au niveau des certains commissariats, moi j'ai un exemple en tête, où vous avez la question des violences qui sont y compris portées contre les agents policiers femmes, en fait, par les collègues. Donc du coup, il y a la formation qui est nécessaire, mais il faut aussi un peu faire travailler les mentalités, ce que vous disiez tout à l'heure. Donc on a tous ces aspects-là à voir. Et après, on a le problème du financement et du budget qui est alloué, puisqu'on n'a plus de ministère du droit des femmes et qu'on a c'est un secrétariat d'État. Et que du coup, quand on pose des questions précises budgétaires, eh bien, on se retrouve, on nous dit oui, mais c'est dans le budget de tel ministère, c'est réparti et on n'arrive pas à avoir de réponse précise sur les moyens qui sont directement alloués à la question des violences faites aux femmes. Ouais. Voilà, donc ça c'est un problème. Mais qui a baissé pour 2020, on l'a vu. Mais effectivement, c'est un on n'arrive pas à avoir sujet. Les chiffres précis. Oui. Et on ne voit pas les dispositifs, le financement de tels dispositifs, on ne voit pas les éléments. Et après, une chose, moi à Lille, j'ai vu un accueil de jour où on avait effectivement un lieu ouvert où les femmes victimes de violences pouvaient venir avec les enfants. Il y avait de quoi faire la lessive, il y avait plein d'éléments positifs. Il y avait des personnes qui étaient là pour les accueillir. Et moi, quand je compare ça à d'autres départements, et notamment ruraux, on est démunis en fait. On n'a pas ces moyens-là.
Et en plus, dans le milieu rural, tout le monde se connaît. C'est encore plus difficile, j'ai l'impression. Enfin, ça, c'est peut-être une impression, mais plus difficile que l'anonymat en ville où on peut plus facilement Oui, parce qu'en fait, aller dans un lieu. au niveau de la répartition du territoire, en plus, il y a des inégalités qui se créent, en fait. Oui. Et du manque de visibilité sur le financement, on ne peut pas attribuer, par exemple, dans le milieu rural, le même montant, en fait, que en ville. Et donc, du coup, Oui. on n'a plus cette visibilité et les femmes sont complètement isolées dans leurs problématiques et donc elles se retrouvent encore une fois à faire marche arrière et retourner chez elles. Oui, il y a ça, mais il y a aussi le désengagement de l'État, puisqu'en fait, ce sont les complètement. associations, et donc le niveau d'investissement des associations sur la répartition du territoire, elle n'est pas identique partout. Eh oui. Du coup, on se retrouve avec des inégalités. Voilà, parce que moi, ce que j'ai vu à Lille, vraiment, c'était vraiment très très bien. Et quand je compare avec d'autres lieux, c'est moins. Mais c'est pas un manque de volonté des personnes sur place, hein, c'est un manque de financement. Mais bien sûr, c'est ce qu'on dit. Voilà, c'est un problème. Il faut plus de financement pour que C'est ça ça. aille, pour que ça soit réparti sur tout le territoire de Ouais, façon c'est égale. ça. Et que l'État reprenne. Et que l'État la main, reprenne sur ces sujets. la main sur ces sujets. Tout à fait. Mais oui. Mais du coup, on le voit beaucoup, on fait peser sur les associations une fragilité budgétaire. C'est-à-dire que c'est aux associations de se débrouiller pour savoir quel est le ministère compétent pour obtenir telle ou telle allocation. Et ça, on le voit de plus en plus sur tous les domaines, mais spécifiquement sur les violences faites aux femmes. Les associations, nous on l'a vu justement sur la visite, où ils nous l'ont dit, écoutez, c'est très compliqué, on rentre dans des discussions avec des ministères qui ont des grosses structurations, et que nous, associations, on n'a pas forcément énormément de support administratif pour pouvoir répondre à tous les appels d'offres, toutes les différentes affaires. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Il y a une précarisation de la prise en charge des personnes précarisées. Comme on le sait aujourd'hui, il y a plus d'associations qui n'ouvrent, il y a plus d'associations qui ferment que d'associations qui n'ouvrent. C'est un peu la réalité des chiffres. Et donc, du coup, alors, par rapport à ta visite, est-ce que tu as été confrontée avec vous avez pu constater que les femmes venaient souvent avec les enfants. Est-ce ça, du coup, c'est ce que du coup Hugo a particulièrement remarqué, mais c'est pas. C'est cette dimension-là qui est intéressante, c'est que c'est pas seulement les femmes seules qui viennent. Enfin, il y a tout l'entourage qui vient aussi avec, et qui du coup pose question justement sur comment on les accueille. Est-ce qu'il y a une doctrine justement d'accueil? Est-ce que les enfants sont là? Est-ce que les amis sont là? Sachant on sait que c'est important le soutien justement pour ces personnes victimes. Et oui, particulièrement, oui, il y a des choses extraordinaires qui sont faites sur le terrain, mais les associations sont démunies pour essayer de répondre à ces questions-là. Et alors, il y avait des choses intéressantes, mais lourdes aussi, lourdes de sens. La confidentialité, on impose une promiscuité qui est assez terrible quand même sur ces questions-là. On est allé voir un autre CHRS où on mélange tous les types de publics et c'est très compliqué. Notamment sur l'hébergement d'urgence, où on voit des femmes qui viennent d'être battues, à qui on arrive à trouver une place et qui se retrouvent avec d'autres publics dans une autre précarité, avec leurs propres difficultés. Et on fait une concentration de l'ensemble de toutes ces personnes qui est assez désastreuse. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est des moments qui sont lourds de sens. On ne comprend pas pourquoi le système et puis les institutions fonctionnent comme ça. Mais c'est vrai que par rapport aux enfants, Sophie, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la prise en charge déjà Je pense que c'est intéressant de partir sur un constat, déjà quelques chiffres pour se rendre compte que les enfants sont des victimes directes des violences conjugales. Pour vous donner un chiffre, vous avez 143 000 enfants qui vivent dans un foyer où les femmes ont déclaré être victimes de violences conjugales de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Le chiffre qui fait un peu froid dans le dos, c'est de savoir qu'il y a 42% de ces enfants qui ont moins de 6 ans. Ça fait 60 000 enfants. Moins de 6 ans, on va en reparler tout à l'heure, mais c'est un âge qui est particulièrement vulnérable et qui préjuge beaucoup après du bon développement de l'enfant et de sa capacité à s'intégrer dans la société. Donc les enfants, effectivement, vivent de plein fouet les violences conjugales dont sont victimes leur mère le plus souvent. Donc on va dire leurs parents, mais plus spécifiquement leur mère. On ne va pas être naïf sur le sujet. Et les enfants, effectivement, souffrent directement des violences dont ils sont spectateurs, parfois
effectivement dont ils sont directement victimes. Alors ils peuvent souffrir effectivement de nombreux troubles. Par exemple, un des troubles les plus connus, c'est le syndrome de stress post-traumatique, qui a un stress effectivement d'une intensité extrêmement élevée, dont parfois sont frappées des victimes de guerre, par exemple, qui sont des symptômes extrêmement invalidants, avec une remémoration de la situation traumatisante pour l'enfant, des flashbacks répétés, un état d'alerte permanent, beaucoup de problèmes physiologiques et psychologiques qui en découlent. Donc effectivement, on peut constater ça dans les tableaux cliniques. Quand je dis que les enfants sont des victimes directes, par exemple en 2018, vous avez 21 enfants qui sont morts dans le cadre de violences conjugales. Voilà. Et vous en avez 82 qui sont restés orphelins et qui ont vu leur mère se faire tuer sous leurs yeux. Donc ça, c'est effectivement des drames familiaux, mais il y a un côté systémique, ces chiffres sont là pour en témoigner. Le tableau et les conséquences de ces violences, de ces scènes absolument terrorisantes pour ces enfants plutôt jeunes, effectivement, majoritairement, quand même quasiment majoritairement jeunes, c'est effectivement des problèmes de santé. Donc ils sont plus sujets, par exemple, à des retards de croissance, des problèmes de langage, des problèmes d'apprentissage. Il y a des problèmes d'adaptation également. C'est des enfants qui, par exemple, ont des phobies scolaires. C'est des enfants qui sont hyperactifs, irritables, sensibles, des problèmes de comportement. Les enfants victimes de violences conjugales ont 10 à 17 fois plus de problèmes comportementaux que des enfants élevés dans des foyers sans violence. Donc, effectivement, vous avez 50% des jeunes délinquants qui ont vécu dans leur enfance qui ont vécu dans un foyer violent dans leur enfance. Donc tout ça, c'est des chiffres qui nous font penser qu'effectivement, il y a des racines profondes au malaise qu'on peut trouver dans notre société. Et ces chiffres-là, je pense, sont quand même largement sous-estimés parce que malheureusement, on n'a pas les bonnes structures, on n'a pas les bons thermomètres pour mesurer exactement ce qu'il en est. Et donc, on peut imaginer que c'est bien plus important. L'enfant, effectivement, dans sa construction psychique, va être entravé dans sa possibilité à construire un sentiment de sécurité. Et effectivement, il va être confronté aussi très précocement à la peur de la mort. La peur de voir son parent mourir, la peur de mourir lui-même, la peur d'être abandonné. Et ça a des traces, et ça laisse des traces indélébiles sur la construction psychique, affective et psychologique de l'enfant, et ça a des conséquences sociales absolument désastreuses. On n'en prend pas suffisamment conscience. C'est pour ça qu'il faut qu'on continue à développer cette possibilité d'avoir une mesure un petit peu de ce qui se passe pour les enfants, puisque sinon on ne pourra pas trouver effectivement de prise en charge et de solutions adaptées. Parce qu'aujourd'hui, quand une maman arrive avec son enfant, ou quand son enfant qui est orphelin a perdu donc sa maman, qui s'est fait tuer soit devant lui, soit tuée, est-ce qu'on a des structures, des accompagnements suffisants, nécessaires, qui accompagnent ces enfants? Alors il y a des situations absolument terribles où la garde de l'enfant est parfois temporairement confiée au meurtrier de sa mère. C'est des choses qui arrivent, mais on a vu ça encore assez récemment. Ou sinon, effectivement, ils sont directement pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Mais il n'y a pas du tout d'évaluation de l'impact traumatique, par exemple, de voir sa mère se faire tuer sous ses yeux. Donc, il y a un protocole qui a été mis en place de façon expérimentale à l'hôpital Robert Ballanger dans le 93, à Aulnay-sous-Bois, où effectivement, il s'agit d'une prise en charge pédopsychiatrique systématique d'un enfant qui, effectivement, a vu sa mère se faire tuer, avec une évaluation de l'impact traumatique, puis après une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, avec surtout, et ça c'est le mot qui est important, un suivi à long terme de l'enfant, pour effectivement voir l'adaptation. C'est le seul en France ? Pour l'instant, c'est le seul. Pour l'instant, c'est le seul en France. Donc, c'est encore à titre expérimental. Certainement, j'imagine que ça mériterait d'être déployé parce que, comme dans la détection des violences conjugales, ce qui manque, c'est véritablement que les institutions puissent dialoguer entre elles. Mais c'est vrai qu'il y aurait quand même beaucoup de mesures. Alors, quand je parlais des conséquences et du désastre social qui en découle, Muriel Salmona en parle très bien parce qu'elle dit que l'enfant, effectivement, développe une mémoire traumatique qui
qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Et il y a une augmentation clairement du nombre de conduites addictives, de conduites dangereuses, de violences et de criminalité. Il y a quand même un lien. Ça ne veut pas dire que tous les enfants qui ont vécu ça vont effectivement développer ça, mais il y a une plus forte proportion quand même d'enfants qui le développent. Et donc effectivement dans les mesures qu'on pourrait mettre en œuvre, il pourrait par exemple y avoir un renforcement du lien entre le 3919, qui est le numéro national d'appel pour signaler les violences faites aux femmes, avec le 119, l'enfance en danger, parce que souvent on voit qu'il y a un lien quand même entre les femmes victimes de violences et les enfants victimes de violences. On pourrait aussi former davantage les professionnels pour reconnaître un enfant qui est victime de violences conjugales. Il y a des tableaux cliniques qui sont assez clairs là-dessus. On pourrait par exemple aussi préférer éloigner le parent violent du foyer plutôt que de déstabiliser l'enfant en le sortant du foyer avec sa mère et le faire courir de foyer d'hébergement en foyer d'hébergement, pour qu'il garde ses repères, qu'il puisse aller toujours à la même école, qu'il puisse rester chez lui. Et puis effectivement il y avait aussi la nécessité, et ça je pense que ça changerait beaucoup de choses, ça serait de reconnaître à l'enfant le statut de victime. Le statut de victime en ouvrant des droits sociaux, en proposant par exemple de l'aide à la scolarité, parce que souvent il y a un impact dans la scolarité de l'enfant qui est fort, en aidant à l'insertion professionnelle, parce qu'on voit bien que tous ces enfants sont en difficulté à toutes les étapes de leur vie par la suite. Et puis, effectivement, au sein de la thématique enfance, nous, on souhaiterait qu'il y ait des avocats spécialisés qui représentent les intérêts de l'enfant, avec des formations spécifiques, effectivement, une compétence vraiment spécifique sur ce sujet. Qu'est-ce que tu en penses de ces avocats spécialisés à l'enfance, où ça existe plus ou moins sans que ça soit nommé? Alors, je pense qu'il y a forcément une inégalité aussi territoriale, dont vous parliez tout à l'heure. Ça me paraît évident. Après, dans des grosses juridictions comme Paris, Nanterre, enfin les juridictions limitrophes de Paris, voilà, il y a des antennes des mineurs. Mais pour moi, la question fondamentale, c'est que on ne peut pas dissocier la protection des femmes victimes de violences de la protection de leurs enfants. On marche sur la tête. On marche sur la tête. On est clivé, complètement clivé. On va extraire madame, et puis le pire, c'est effectivement des foyers où toutes les problématiques, toutes les personnes en difficulté se retrouvent réunies. Vous imaginez l'impact traumatique que ça représente. Et les enfants, ils vont rester où? Avec papa? Mais quelle merveille! L'enfant est le principal vecteur de violence après la séparation. Tant qu'on n'a pas compris ça, pour moi, on va droit dans le mur. Il faut voir, revoir et re-revoir jusqu'à la garde. Le grand film, voilà, c'est une fiction remarquablement interprétée. Tout sonne juste, vraiment, c'est remarquable. On comprend les choses là. On ne peut pas dissocier les deux protections. Ça veut dire que, au-delà de la prise en compte des violences du point de vue pénal, c'est-à-dire vraiment le volet répressif, qui est important, la prise des plaintes, avoir un dossier qui tient debout avec effectivement les questions que vous développiez tout à l'heure, qui sont fondamentales. J'ajouterais simplement une question fondamentale. Y a-t-il des enfants ? Est-ce que les enfants étaient présents au moment des violences? Ah non, ils dormaient. Ils dormaient. Où se situe la chambre? Voilà. Depuis quand ça a commencé? Etc. Quand est-ce que ça a commencé? À la première grossesse, où ça s'est amplifié. Il y a un lien majeur, vraiment. Et on continue à ne pas vouloir le voir. Parce que on ne touche pas au père. On ne touche pas au père. Donc, on va cliver les choses, on va régler plus ou moins bien, plutôt mal que bien, les choses au pénal, avec des réponses pénales qui ne correspondent pas du tout, la plupart du temps, au degré de dangerosité de l'auteur des violences. Ça aussi, l'évaluation de la dangerosité, c'est quelque chose de fondamental. Et de l'autre côté, on va s'occuper des mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale.
Mais madame, c'est autre chose, c'est le père. Et monsieur, il a changé de personnalité d'un seul coup parce qu'il est père. Comme si être géniteur, c'était être père, comme si d'infliger jour après jour à son enfant des violences aussi majeures que d'insulter sa mère de salope, de pute à longueur de temps, c'était pas une violence majeure sur la construction de l'enfant. Comme si le dénigrement systématique, hein, et là on est que sur les violences psychologiques, dont on parle assez peu. Hein, on parle des féminicides, c'est fondamental, mais il ne faut pas oublier ça. Hein, que ta mère, elle vaut rien. Moi, je me souviens d'un dossier où c'est simple. Hein, ce monsieur journaliste dans un grand quotidien a pris au témoin son fils. Il le frappait, ce n'était pas seulement des violences psychologiques, c'était aussi des violences physiques. Il frappait régulièrement son épouse, y compris enceinte. Combien de morts in utero suite aux violences conjugales, hein? On a des chiffres là aussi, avec un chiffre noir très important. Et il lui a dit, regarde, il l'a pris à témoin et il a craché au visage de la mère. Quelle violence ça représente là, hein? Ça, c'est pas mesuré. Évidemment que ce jeune garçon est victime directe des violences conjugales. Donc, comment peut-on ne pas prendre en considération ces éléments fondamentaux pour fixer les mesures relatives à l'autorité parentale? Comment est-ce qu'on peut encore considérer qu'il peut y avoir une résidence alternée, qu'il peut y avoir un droit de visite et d'hébergement élargi? Et on voit bien que ces hommes-là, qui jamais n'ont pris en considération les besoins fondamentaux de leur enfant, fondamentaux, juste le besoin de sécurité, hein, de grandir de façon, oui, avec un socle, enfin simplement le socle de base, exactement. Comment est-ce qu'on peut penser qu'ils vont répondre aux besoins? Non, mais on ne touche pas aux liens. Et évidemment, après, on a la question de l'autorité parentale conjointe. Sur le principe, c'est quelque chose de parfait, c'est très très bien, mais pas dans des situations de violence conjugale. Et tout ce que vous pouvez, je peux vraiment vous dire, vous mettez des réponses pénales à la hauteur. Vous mettez même un droit de visite et d'hébergement simplement pour le parent violent après, mais vous maintenez une autorité parentale conjointe dans une situation où monsieur n'a toujours pas véritablement compris les limites de la loi. Je peux vous dire que les violences, elles restent quotidiennes. Parce que l'enfant, il va servir de messager. Dans son sac, il y aura des messages, il y aura des choses. L'enfant, on le voit jusqu'à la garde, va être interrogé sur qui vient, où est-ce qu'elle habite, maman, qu'est-ce qui se passe, etc. Il va y avoir, c'est un enfant espion. Les cyberviolences sont majeures dans tous les dossiers. Je peux vous assurer que un des premiers réflexes à avoir en rendez-vous, c'est votre ordinateur, il vient d'où? Monsieur, il y a accès, votre téléphone, c'est aussi un budget, mais c'est énorme, en fait, c'est énorme. Et le sentiment d'être traqué, d'être suivi, que tout est espionné, la préoccupation de les communications avec les avocats, c'est pas confidentiel, tout est surveillé. C'est très compliqué de se construire comme ça. Et les enfants sont un pivot là-dedans. Donc voilà, et c'est la grande jouissance de faire obstacle au suivi psychologique du petit, parce que quand vous avez une autorité parentale conjointe, c'est ça qu'il faut penser. C'est le petit, il va pas bien du tout. Eh ben oui, mais papa, il n'est pas d'accord pour qu'il y ait un suivi. Ah, il est d'accord, mais pas une telle. Ah ben il est d'accord, mais là... La psychologue, elle a compris. Alors, il n'est plus d'accord. Et tout s'arrête. Comment vous construisez un enfant comme ça? Comment vous l'aidez? C'est très compliqué, je reconnais. Là, dans ces témoignages et dans vos discours, on a l'impression que tout s'écroule. Bon, néanmoins, on est là. Il faut un maillage. Il faut penser l'intégralité de la problématique. Arrêter de penser que c'est du conflit majoré. C'est pas du conflit. C'est une négation de l'autre. C'est pas un désaccord. C'est une autre réalité qui a vraiment comme objectif la destruction. Et évidemment, quoi de mieux
pour un auteur de violence conjugale qui a juré la perte de la femme avec qui il a été ou avec qui il est, que de s'en prendre aux enfants. C'est une proie idéale. Donc il faut penser toutes les questions ensemble. Et on peut le faire. On peut le faire. C'est à ce prix qu'on avancera véritablement. Et c'est notre combat. C'est notre combat toujours de se réunir, de se concerter, de travailler en collaboration avec nos députés, avec les psychologues, les avocats qui sont confrontés, tout ce maillage. C'est un travail commun et je pense qu'on finira quand même par y arriver. On baissera ce nombre de féminicides. Il faut se donner les moyens. Donc l'État doit prendre ses responsabilités de toute façon. L'État doit prendre ses responsabilités. Il faut qu'il y ait une synergie entre tous les ministères et enfin avoir un vrai ministère pour le droit des femmes, pour justement inclure toute cette partie sur les violences avec bien évidemment l'accompagnement des enfants. Je pense que voilà, c'est le combat, c'est notre combat. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le 23 novembre, il y a donc cette grande marche que le collectif Nous Toutes organise. La France Insoumise sera bien évidemment présente ce jour-là avec nos députés, nos militants. Et j'espère que vous aussi, vous serez nombreuses et nombreux à nous rejoindre ce 23 novembre. Donc ça démarre à Opéra, il me semble, oui c'est ça, à Opéra à 14h. On se donne rendez-vous donc le 23 novembre. Je vous remercie tous. Merci pour votre participation, vos témoignages qui nous sont précieux. Et on se dit, à une prochaine.